Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, on va attendre encore quelques minutes que un maximum d'inscrits nous rejoignent. Madame Ackermans, vous pouvez me confirmer que vous êtes avec nous? Ah voilà, je vous entends, pardon. Oui, je vous entends. Ok. Oui. Donc voilà, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Je laisse 2 petites minutes de temps de battement pour avoir un maximum de personnes avant de démarrer. Et donc bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour l'événement que nous proposons aujourd'hui, dont l'objectif c'est de vous présenter voilà, un outil développé avec le soutien de Bruxelles Environnement, voilà, dédié à la rénovation des logements à Bruxelles. Donc on va commencer avec une intervention de Monsieur Simon qui représente le cabinet d'Alain Marron à Bruxelles, et puis ensuite Arène Condron, donc de la plateforme, vous présentera le contenu de ces outils. Donc, il y a une traduction simultanée en néerlandais, donc sur le canal néerlandais donc, de la fonctionnalité interprétation en bas de votre écran. Pour ce qui est des questions et réponses, si vous en avez, donc je vous suggère de les poser dans voilà, le question-réponse dans le chat en bas. Et je relèverai les questions à poser à la fin des deux interventions pour vous, puisqu'en tant que participant, vous n'avez pas accès au micro et ne pouvez pas poser vos questions oralement. Donc, voilà, je vous propose de les poser là. On en relèvera un maximum de manière orale et s'il en reste, on tentera de vous y répondre par écrit par après. Donc, voilà, si c'est bon pour vous, Monsieur Simon, je vous propose de prendre la parole pour introduire notre événement. Je vous remercie en tout cas de le faire aujourd'hui. Voilà, c'est à vous. Bon, merci. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis ravi de pouvoir introduire ce webinaire au nom du ministre qui est malheureusement retenu par d'autres obligations et qui s'en excuse. Il était prévu qu'il intervienne. Voilà, c'est l'occasion pour moi ici de vous présenter en introduction rapidement notre feuille de route, la feuille de route du gouvernement sur la question prioritaire de la rénovation du bâti bruxellois. Donc, c'est la Renolution, c'est le mouvement qu'on a initié pour révolutionner et accélérer la rénovation énergétique du bâti bruxellois. Voilà, c'est une démarche qu'on porte avec tous les acteurs et les actrices du secteur du bâtiment, les professionnels évidemment, donc les entrepreneurs, les architectes, les promoteurs, etc., mais aussi les propriétaires, le secteur financier, le monde de la recherche et les institutions qui accompagnent d'une manière ou d'une autre les candidats rénovateurs. Et donc cette dynamique, Renolution, nous l'avons lancée avec l'ensemble des membres du gouvernement. Je pense que vous le savez toutes et tous aussi bien que moi, le bâti bruxellois est assez ancien, ce qui fait évidemment la richesse patrimoniale de notre ville, mais qui implique aussi que ce bâti soit l'un des plus énergivores au niveau européen. Et donc aujourd'hui, le secteur du bâtiment bruxellois est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre en région bruxelloise, et sans parler de l'impact de ce bâti énergivore sur les factures énergétiques des ménages et qui plombe effectivement le portefeuille de ces ménages et entreprises aussi. Et d'autant plus ici dans cette période particulière de hausse des prix. Et donc avec ce programme Renolution, ce que nous visons d'atteindre, c'est un niveau de performance énergétique de 100 kWh par mètre carré par an pour l'ensemble des logements bruxellois en 2050. C'est bien une vision qu'on donne à l'horizon 2050 pour atteindre nos objectifs climatiques. Donc, c'est une consommation moyenne théorique qui va être divisée, qui doit être divisée par 3 ou 4 par rapport à la situation actuelle. Et donc, effectivement, pour atteindre ces objectifs, il sera nécessaire de rénover de l'ordre de 75% du bâtiment résidentiel actuel d'ici 2050. Donc, ça équivaut à arriver à un taux de rénovation énergétique global de 3% par an,
là où on est aujourd'hui plutôt de l'ordre de 1%. Donc, il faut effectivement tripler ce taux de rénovation. Alors, pour arriver à cette, et c'est pour ça qu'on parle de Renovation, de révolution dans la façon de rénover le bâti. Et donc, pour y arriver, on va évidemment soutenir les propriétaires qui rénovent leur logement, et en particulier avec un focus particulier sur les ménages à bas revenus, pour lesquels d'ailleurs nous avons déjà augmenté les montants des primes dont ils peuvent bénéficier. Et la volonté, c'est de travailler, comme je le disais, avec tous les acteurs concernés dans cette voie, parce que voilà, l'objectif est très important et les pouvoirs publics ne pourront pas arriver seuls à ce résultat. Donc, c'est pour ça que nous avons lancé l'alliance Renolution, donc cette alliance qui met les acteurs privés et publics, qui regroupe l'ensemble des acteurs. Et l'objectif, c'est effectivement de mettre toutes les forces vives autour de la table pour discuter de ce qui fonctionne et surtout de ce qui est à résoudre, à mettre en place pour y arriver. Et donc, dans cette alliance, tous les sujets seront discutés. Donc, effectivement, voilà, les défis sont très nombreux pour atteindre cet objectif que nous nous sommes fixés. Donc, c'est un objectif de PEBC en 2050 et il faut travailler à plusieurs niveaux. Et donc, il s'agit entre autres de travailler sur la demande de rénovation en encourageant les propriétaires à rénover. Et on y travaille dès à présent avec le renforcement de l'accompagnement des candidats rénovateurs, avec notamment la mise en place d'un système de guichet unique et d'un facilitateur pour les copropriétés. Et dans cette logique d'accompagnement des candidats rénovateurs, un des éléments qui est particulièrement bloquant, et je pense que tout le monde le sait bien, donc un des éléments bloquants pour la mise en action, ça concerne le coût de ces travaux et la manière dont on va le financer. Et donc effectivement, la question des montants d'investissement envisagés de prime abord sont assez impressionnants. On estime pour Bruxelles un besoin d'investissement de l'ordre de 28 milliards d'euros pour le secteur résidentiel bruxellois pour atteindre ces objectifs à l'horizon 2050. Donc c'est un investissement qui est très conséquent, mais, et c'est un point très important, ce montant d'investissement doit être comparé au montant qui aurait dû être investi par ailleurs pour maintenir le bâti en fonctionnement, ainsi que les montants qui seront nécessaires pour alimenter durant cette période ces bâtiments en énergie. Et donc, alors, sur ce point spécifique, les études cost-optimum qui ont été réalisées sur le bâti bruxellois nous démontrent que sur une durée de moins 30 ans, les coûts d'investissement ainsi que les coûts d'utilisation du bâtiment seront moins importants si le bâtiment a été rénové énergétiquement selon les objectifs de la stratégie de rénovation. Donc, ceci en comparaison avec les coûts d'investissement et d'utilisation, voilà, si ce bâtiment avait été rénové en business as usual. Et donc, ces montants ne sont pas des investissements à considérer comme supplémentaires par rapport à un scénario business as usual, ce montant de 28 milliards d'euros. Et donc, il faut aussi rappeler et considérer les co-bénéfices de cette rénovation et sans compter les coûts sociétaux qui sont évités par l'atteinte de nos objectifs climatiques. Et donc voilà, en cela, ici, les brochures rénovation qui vont être présentées et qui ont été développées par la PMP en collaboration avec Bruxelles Environnement alimentent cette réflexion à ce sujet de la question du coût de l'atteinte de nos objectifs et permettent de clarifier l'information à donner aux candidats rénovateurs sur le coût de la rénovation et le surcoût envisagé pour atteindre ces objectifs. Et donc, voilà, je me permets de remercier la PMP pour leur contribution importante à cette stratégie de rénovation et je me réjouis que les acteurs et actrices répondent aujourd'hui présents pour appréhender le contenu de ces brochures rénovation qui répondent à cet enjeu crucial de la stratégie de rénovation. Voilà, nous sommes convaincus au cabinet que c'est ensemble que nous transformerons le défi climatique en opportunité économique pour améliorer le confort des Bruxellois et des Bruxelloises. Et donc, je laisse la parole à la PMP. Merci beaucoup, Monsieur Simon. Si je peux me permettre, il y a une question qui a été posée et qui mérite peut-être une réponse brève, c'est pourquoi le choix du 100 kWh par mètre carré par an quand on sait que l'objectif, c'est zéro carbone? Et donc, c'est effectivement un objectif qui a été fixé, notamment dans le pacte énergétique interfédéral en 2016, si j'ai bonne mémoire, et qui est effectivement la compilation de ce qui est à faire aux différents niveaux, secteur résidentiel, secteur tertiaire, etc. Donc, c'est la neutralité énergétique, par exemple, pour le secteur tertiaire. Ici, 100 kWh par mètre carré par an pour le résidentiel, c'est un objectif qui est en ligne avec justement ces études cost-optimum et qui permet de donner une vision aux personnes qu'effectivement atteindre cet objectif, c'est atteindre le cost-optimum. Et par ailleurs, en combinaison avec toutes les autres mesures
du PNEC nous permet d'atteindre l'objectif de neutralité carbone au niveau de la région. Ok, merci beaucoup pour cette réponse et merci pour votre intervention et votre soutien. Donc effectivement, maintenant je propose qu'on écoute Arène Caudron qui va nous expliquer le contenu des brochures qu'on a développées dans ce contexte, voilà, à destination du public bruxellois. Voilà, Arène, à toi. Bonjour à tous. Donc, en quelques mots, effectivement, ce petit webinaire va se dérouler de la façon suivante. Donc, on vient d'avoir effectivement le mot d'introduction du cabinet. Je remercie beaucoup effectivement le cabinet pour cette intervention qui nous éclaire assez bien effectivement sur la stratégie qui vient d'apparaître, hein. On est au tout démarrage effectivement de cette stratégie Rhinolution et donc c'est très bien effectivement de collecter un certain nombre d'informations et de mieux comprendre effectivement comment elle va se dérouler. Plus spécifiquement, l'objectif de cette présentation était de vous présenter une petite brochure qui a été développée en amont, je vais presque dire, de ce contexte. Mais je vais commencer en quelques mots par vous présenter effectivement notre ASBL. Donc, je représente effectivement l'ASBL PMP. C'est une ASBL qui a été développée, qui est apparue il y a une quinzaine d'années, donc en 2006, et dont l'activité principale au départ était de faire la promotion en fait des logements passifs. Alors en 15 ans, les besoins du secteur ont beaucoup évolué. Et évidemment, nos activités ont été recentrées en suivant effectivement cette évolution progressive. On a bien conscience, et en particulier à Bruxelles, que finalement la bataille qu'on a menée de faire de la sensibilisation à des bâtiments performants énergétiquement a été gagnée en ce qui concerne les bâtiments neufs, puisque les impositions aujourd'hui de la PEB à Bruxelles se rapprochent assez fort effectivement du standard passif tel qu'il était défendu effectivement par nous il y a une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, on se rend compte que les besoins du secteur ont fortement évolué et se trouvent plutôt vers la rénovation des bâtiments existants. Et donc, a fortiori, effectivement, nos activités ont progressivement évolué aussi, sans perdre de vue l'objectif initial qu'on s'était toujours fixé, qui est effectivement de faire de l'accompagnement et de donner des conseils à la fois aux prescripteurs, je vais dire aux techniciens, aux professionnels, mais aussi aux privés. On continue effectivement à développer des outils en vue de faire la promotion de nos objectifs. On continue bien sûr effectivement à faire la promotion de la haute performance énergétique de façon générale, mais on se réoriente évidemment en fonction des besoins du secteur et en ce sens effectivement on s'oriente beaucoup plus actuellement vers la rénovation puisque c'est là que se situe l'objectif des années à venir. Alors l'équipe de PMP est constituée de 8 collaborateurs qui sont plutôt des collaborateurs expérimentés, essentiellement en profil technique. Et alors on est chapeauté effectivement par un conseil d'administration qui comprend 6 personnes qui représentent le secteur à travers différentes institutions. Nos missions sont avant tout effectivement et continuent à être de faire de la sensibilisation. Donc on fait de la sensibilisation à travers, des événements, à travers, des articles dans la presse, auprès des étudiants, auprès des centres de formation. On continue également à faire de l'information générale à travers notre réseau. Donc, on continue notamment via notre trimestriel, donc le magazine Expresso, à sensibiliser effectivement le secteur et à l'informer de façon technique quand c'est possible. Nous avons également une mission de facilitateur. Donc nous facilitons effectivement la communication entre les professionnels, les particuliers et les autorités publiques dans un certain nombre de domaines qui traitent de la performance énergétique, principalement à travers des marchés publics. Nous travaillons toujours sur des axes de développement, tels que le développement de la brochure qu'on va vous présenter aujourd'hui, mais nous avons également travaillé au développement de beaucoup d'outils dont je vais vous parler en quelques mots ici. Ce sont souvent des outils qui sont plutôt développés en amont de ce qui va se faire légalement au niveau du secteur, plutôt dans un esprit de recherche et développement.
Et bien sûr, dans la mesure où c'était une de nos actions primaires, on continue à faire de la certification effectivement de bâtiments passifs dans un objectif de donner finalement une garantie de qualité à certains bâtiments qui ont été un peu au-delà encore de ce qu'impose la réglementation. Alors toutes ces missions, nous continuons à les faire, en respectant la philosophie effectivement de la SBL, qui constitue, toujours la base de l'ensemble de nos actions. Donc viser d'abord et toujours quand c'est possible à la minimisation de la consommation en énergie, donc à la réduction des besoins. Ensuite, quand c'est possible, de compenser une partie de ces besoins restants, voire la totalité, par la production de systèmes à énergie renouvelable. Et enfin, nous privilégions bien sûr l'efficience des systèmes traditionnels quand ils sont encore nécessaires, de façon effectivement à ne pas gaspiller l'énergie fossile et en minimiser effectivement les besoins au maximum. Alors voilà ici quelques exemples effectivement de ce magazine Expresso que nous diffusons donc trimestriellement. Ces publications peuvent être consultées gratuitement en ligne, donc n'hésitez pas effectivement à aller voir et à les consulter. Plus spécifiquement, nous voulions ici mettre en avant et expliquer le fonctionnement de petites brochures que nous avons développées effectivement dans le plan, enfin dans le cadre de ce plan de rénovation, parce qu'on savait bien sûr que la rénovation était un point excessivement important des années à venir. On a développé d'autres brochures dans le cadre finalement de la rénovation également, dont je vous parlerai plutôt à la fin de cette présentation. Avant de développer ces brochures et depuis pas mal d'années, nous travaillons également sur le développement d'outils. Donc avant que la certification énergétique soit obligatoire, nous avions déjà développé un outil qui s'appelait Biflow, qui permettait en fait de simuler le résultat de la performance énergétique des bâtiments existants et de simuler des améliorations possibles à apporter à ceux-ci. C'était finalement un peu un précurseur du certificat énergétique avant que celui-ci arrive sur le marché et soit obligatoire. Et alors, nous avions également travaillé au développement d'un logiciel qui s'appelle BitGlobal, qui était un logiciel qui permettait d'intégrer à la fois l'analyse de la performance énergétique du bâtiment, donc plutôt à ce moment-là la phase fonctionnement du bâtiment tel que le fait la PEB, donc consommation énergétique, mais à la fois également de prendre en compte la consommation en énergie nécessaire à la construction du bâtiment. Donc on parle à ce moment-là d'énergie grise. Donc c'était un peu un outil qui finalement était en amont de l'outil Totem qu'on voit actuellement se développer. Et donc voilà, on est toujours un peu précurseur au niveau des thématiques de ce qui apparaît finalement par après comme démarche obligatoire et réglementaire. En région wallonne, on a également contribué au développement de l'outil QuickScan. Donc, c'est un outil effectivement d'analyse gratuit de la performance énergétique du bâtiment. Ça ne se substitue pas à la certification, mais ça permet finalement aux citoyens qui ne disposent pas encore d'un certificat PEB de pouvoir lui-même en fait faire une simulation, une estimation, si vous voulez, de la performance énergétique de son bâtiment et de connaître par-delà les travaux qui seraient nécessaires effectivement pour respecter justement les objectifs de rénovation de cette stratégie. Stratégie ici, évidemment bruxelloise, mais qui n'est pas propre à Bruxelles, puisqu'on en parle ici à Bruxelles, mais c'est une stratégie qui évidemment s'est mise en place au niveau européen et puis au niveau belge de façon générale et qui est transposée effectivement par chacune des régions. Alors, concrètement, l'objectif de ce webinaire était plus spécifiquement de vous présenter ces brochures de sensibilisation à la rénovation énergétique, puisque, comme vous l'aurez entendu, l'objectif de cette stratégie Rénolution est clairement ambitieux, mais pour nous est bien sûr nécessaire, effectivement, pour respecter les objectifs de diminution de la consommation énergétique et de diminution d'émissions des gaz à effet de serre. Pour répondre à cet objectif, nos analyses et nos recherches nous ont montré que, indépendamment effectivement d'éventuelles obligations réglementaires, il était essentiel de ne pas rater les moments clés potentiels de passage à l'action et donc de rénovation d'un bâtiment. Ces moments clés, c'est notamment quand on vient d'acheter un bâtiment, qu'on ne l'occupe pas encore et qu'on envisage effectivement une série de travaux avant l'emménagement.
Ça peut être aussi quand, pour des raisons de vétusté, on est obligé d'envisager certains travaux de remise en état. Par exemple, une étanchéité de toiture qui ne serait plus suffisante. Ça pourrait être également quand la famille s'agrandit et qu'un projet de rénovation, transformation, extension doit dès lors être prévu. L'idée de ces brochures, c'est simplement de démontrer aux propriétaires que lorsque des travaux doivent de toute façon être envisagés par ailleurs dans des logements, donc des travaux non énergétiques, je vais dire, y intégrer les aspects énergétiques est essentiel parce que le surcoût lié à l'intégration de ces aspects énergétiques reste dans ce cas-là très faible et que les travaux peuvent dès lors devenir rentables, puisque effectivement la diminution de la facture énergétique peut venir compenser en fait le surcoût investi en fait pour ajouter cet aspect isolation, amélioration énergétique effectivement que l'on apporte au bâtiment. Alors ces brochures, elles ont été déclinées actuellement en 4 variantes qui correspondent effectivement autant que possible à des typologies représentatives en fait du patrimoine bruxellois. Donc on a tout d'abord effectivement envisagé, analysé, l'habitation de type maison de maître. Dans ce cas-là, qu'on imagine occupée par un seul ménage. On parle vraiment d'une habitation de type, unifamiliale. Ce sont des habitations qui, à Bruxelles, sont en général assez anciennes. Ici, on est parti effectivement du cas d'une habitation qui avait été construite avant la Deuxième Guerre mondiale, donc avant 1945. Ce sont souvent des habitations effectivement qui présentent un Rez+2 ou un Rez+3 et qui présentent de l'ordre effectivement de 150 m² de surface, construite. On a imaginé, travailler sur une deuxième typologie qui est plutôt la typologie, habitation de maître, un peu plus grande au départ, mais qui a été subdivisée en, plusieurs appartements. Donc on imagine dans ce cas-là effectivement qu'on va avoir plutôt une grosse habitation de maître, mais qui au jour d'aujourd'hui a été transformée à raison d'un appartement par étage. Alors évidemment, le comportement thermique sera différent selon l'étage dans lequel on se situe, puisque celui qui est sous toiture, le logement qui est sous toiture, va avoir beaucoup plus de surface de déperdition énergétique que celui qui est par exemple à un étage intermédiaire. Et donc, on aura décliné cette brochure à la fois sur l'analyse de l'appartement situé à un étage intermédiaire et à la fois au niveau de l'analyse de l'appartement plus particulier qui est situé sous toiture. Enfin, comme, 4e typologie, on a porté cette analyse également sur les petits immeubles à appartements. Donc typologiquement, ce sont plutôt des immeubles à appartements qui sont entre un Rez+3 et un Rez+5, Rez+6, avec en règle générale 1 ou 2 appartements par étage. Ce sont en règle générale des immeubles assez anciens également, hein, on parle d'immeubles qui dateraient d'avant les années 60. Tous ces bâtiments, à l'origine, évidemment, ne possèdent pas d'isolation, puisque effectivement, les premières isolations d'origine ne sont apparues dans les bâtiments, en règle générale, que dans les années 70. L'objectif de cet observatoire était d'analyser l'état initial et les besoins et coûts de rénovation potentiels de ces logements dans différents scénarios. Donc, on va comparer effectivement l'état initial à une rénovation de base. Cette rénovation de base, en fait, elle est nécessaire au maintien en état du bâtiment sans l'améliorer énergétiquement, ou en tout cas sans avoir un objectif d'amélioration énergétique. Et donc, on va effectivement plutôt imaginer un bâtiment qu'on rend plus salubre, qu'on met aux normes, qu'on améliore éventuellement esthétiquement. On a donc imaginé dans cette rénovation de base un certain nombre de travaux qui étaient nécessaires en fait régulièrement dans les bâtiments, c'est-à-dire en fait une remise en état des toitures pour en garantir l'étanchéité à l'eau bien sûr, une remise en état des éventuels enduits de façade qui ont été ignorés, à ce moment-là on parle plutôt d'esthétique, le remplacement des châssis puisque effectivement leur durée de vie est limitée et à un certain moment donné effectivement ils ne jouent plus leur rôle au sens où ils ne sont plus tout à fait étanches à l'air et à l'eau. On a imaginé également la nécessité de mettre le bâtiment aux normes en matière d'électricité et de gaz, avec les éventuelles rénovations intérieures qui en découleraient, puisque la mise aux normes électriques implique effectivement souvent de refaire des enduits ou de remettre en peinture effectivement le bâtiment. Et puis on pourrait avoir bien sûr également des rénovations plutôt de l'ordre du confort, puisqu'on imaginerait effectivement un réaménagement de cuisine et de salle de bain dans le logement. Alors tous ces travaux ont un coût,
mais a priori, il ne s'accompagne pas spécifiquement d'une amélioration énergétique et ils vont avoir un impact assez minime sur la performance du logement. Si ce n'est effectivement que le remplacement d'un châssis par un châssis plus récent aurait un impact positif, mais cet impact va rester malgré tout assez mineur. L'amélioration induite la plus importante par cette rénovation de base sera plutôt une amélioration de l'étanchéité à l'air du bâtiment, puisque effectivement, la plupart de ces travaux vont augmenter l'étanchéité à l'air du bâtiment et donc le rendre un tout petit peu plus performant, en ce sens qu'il y aura moins de fuite d'air dans ce bâtiment. Maintenant, si on se contente effectivement de faire ces rénovations de base sans amélioration énergétique, on risque en outre d'avoir un bâtiment qui va un petit peu plus souffrir de problèmes de condensation, puisqu'effectivement, s'il est plus étanche à l'air sans qu'on ait mis en place un système de ventilation, on risque effectivement d'avoir l'apparition de certaines problématiques de condensation dans le logement. Alors, ce qu'on voudrait justement vraiment éviter, c'est que ce genre de rénovation de base, telle qu'on l'a appelée, continue à se faire. L'idée, c'est de dire qu'effectivement, quand on est dans le cadre de ce type de rénovation de base, le surinvestissement pour avoir une rénovation plus énergétique va être assez faible, c'est ce qu'on va voir, et pourra même être rentable au sens pour être compensé par la diminution effectivement de consommation. Et donc, quand on sait que l'objectif de la stratégie Rénolution est d'arriver effectivement à atteindre un label de performance A d'ici 2050, mais on se dit que toutes les rénovations de base qui doivent être faites entre aujourd'hui et 2050 se doivent d'intégrer cet aspect énergétique si on veut effectivement répondre à ces exigences sans nécessiter un surinvestissement important de la part effectivement du maître de l'ouvrage. Vous le verrez dans les analyses et les chiffres qu'on va présenter plus loin, ces travaux, en plus, peuvent faire l'objet de primes, mais pour une question de pérennité à long terme, on va dire, des données chiffrées qu'on a, prises ici, on n'a pas tenu compte dans nos tableaux, de l'importance effectivement que ces primes pouvaient jouer et du fait qu'elles allaient réduire drastiquement également, la facture pour le particulier. Et donc on aura l'occasion effectivement, de reparler bien sûr par après, des aides qui peuvent exister. Alors par rapport à cet état initial et à ce scénario de rénovation de base non énergétique, on a envisagé en fait 3 scénarios, de rénovation énergétique. Alors le premier, on aurait pu l'appeler, scénario Rénolution. Le terme n'existait pas encore à l'époque et donc on l'avait appelé objectif stratégie rénovation. Donc l'idée en fait dans ce premier scénario qu'on a appelé, objectif stratégie rénovation, était, d'améliorer énergétiquement le logement en respectant les ambitions réglementaires de cette stratégie, dont on ne connaissait pas encore le nom à l'époque et effectivement donc en visant, le respect du critère de la valeur cible des 100 kWh par mètre carré par an. Au niveau des parois, chaque fois qu'on agissait sur une paroi, on avait comme objectif de respecter les critères de prime pour permettre éventuellement, de bénéficier de ces primes, à l'énergie. Et donc une fois qu'on avait isolé toutes les parois en respectant les critères des primes, on voyait quel système était nécessaire de mettre en place pour respecter effectivement le critère des 100 kWh par mètre carré par an. À côté de cet objectif, donc, de ce scénario de base, on a voulu analyser un deuxième scénario qu'on a appelé rénovation sobriété énergétique. Alors, on aurait pu aussi l'appeler rénovation type passive. L'idée était de voir effectivement si c'était pertinent ou pas d'aller plus loin effectivement que le scénario de base. Et donc ce deuxième scénario correspondrait effectivement plutôt à une rénovation type passive. Il faut savoir qu'une rénovation type passive, c'est une rénovation en fait qui fixe sur un critère de performance essentiellement sur l'enveloppe du bâtiment, mais qui est encore différent bien sûr de ce qui est imposé pour les bâtiments neufs, puisque pour la rénovation, en fait, la valeur critique du besoin en énergie est 2 fois plus importante en fait que pour les bâtiments neufs. Et puis, comme on a des demandes régulières dans ce sens, on a voulu envisager également un troisième scénario qu'on a appelé scénario rénovation green, qui est un scénario qui est plus orienté sur l'usage de matériaux d'origine naturelle, d'origine biosourcée. Donc en fait, ça vise plutôt à l'usage de matériaux qui ont un faible
un faible taux de matériaux d'origine fossile. On va plutôt travailler effectivement avec des isolants naturels chaque fois effectivement que c'est possible, ou en tout cas des isolants le plus neutre possible au niveau émission effectivement de CO2 à la fabrication. Alors, l'idée aussi de ces petites brochures, c'est de se dire que, OK, d'accord, objectif 2050, 100 kWh par mètre carré par an, ça correspond à un label d'efficacité énergétique C+, puisqu'on est presque à la limite effectivement du B. Mais est-ce que le citoyen a conscience de ce que ça implique effectivement par rapport à son bâtiment? Et la plupart du temps, évidemment, la réponse est non. Certains citoyens peuvent imaginer effectivement qu'il suffit de mettre quelques panneaux photovoltaïques sur sa toiture pour respecter évidemment cet objectif. Et donc, notre idée était de donner un ordre de grandeur, de permettre une prise de conscience effectivement de l'ensemble des travaux nécessaires qui étaient à prévoir et d'avoir vraiment des chiffres derrière pour se rendre compte, tiens, c'est quelle épaisseur d'isolation effectivement qui est nécessaire à mettre en œuvre. Alors, au-delà de la première page de la brochure qui nous permet de visualiser effectivement le cas concerné, on va avoir à l'intérieur de la brochure un grand tableau en fait qui va nous présenter un certain nombre de données plus techniques. Alors, ce grand tableau, effectivement, détaille les hypothèses qui ont été prises en compte pour les différentes variantes. Alors, on va zoomer effectivement sur la partie supérieure du tableau. Donc, on va, en ce qui concerne effectivement les composants de l'enveloppe et des systèmes, voir la différence entre ce qui est considéré dans le cas de base, qu'on a donc appelé état initial, dans le cas de la rénovation de base, qui est donc cette rénovation non énergétique nécessaire au maintien en état du bâtiment, et puis dans le cas effectivement de nos différents scénarios de rénovation. Alors, l'objectif derrière cela est de permettre effectivement, comme je l'ai dit, aux citoyens de prendre conscience de l'ordre de grandeur des actions qui étaient nécessaires et des épaisseurs d'isolation qui étaient nécessaires au niveau des différents composants. Donc, par exemple, dans le cadre de l'objectif stratégie rénovation et dans le cadre de cette habitation que l'on avait analysée, il faudrait, par exemple, placer 12 cm d'isolant de type polyuréthane en toiture. Il faudrait placer de l'ordre de 8 cm de lin minéral au niveau de la façade avant qui serait donc isolée par l'intérieur. Il faudrait placer de l'ordre de 12 cm de polystyrène expansé sous enduit sur la façade arrière du bâtiment. Au niveau de la dalle sur cave, on aurait besoin de 8 cm d'isolant de type polyuréthane. Au niveau des fenêtres, la simulation se base sur la mise en place de nouveaux châssis double vitrage en bois, donc châssis double vitrage à haute performance. On aurait une amélioration implicite de l'étanchéité à l'air du bâtiment due aux différents travaux qui sont réalisés. On placerait un système de ventilation de type simple flux, c'est-à-dire simplement avec extraction dans les locaux humides et grille d'amener d'air dans les locaux secs. Donc, système d'extraction qu'on combinerait quand même avec des détecteurs permettant effectivement d'optimaliser le fonctionnement au moment où c'est particulièrement nécessaire. Et on aurait, pour la production du chauffage et de l'eau chaude sanitaire, une pompe à chaleur qui serait mise en place. L'ensemble de ces travaux permet d'atteindre effectivement l'objectif de la stratégie, c'est-à-dire effectivement les 100 kWh par mètre carré par an. Donc le premier élément important de cet outil est de faire prendre conscience aux citoyens que pour atteindre cet objectif des 100 kWh par mètre carré par an, il y a un certain nombre effectivement de travaux qui sont nécessaires et que ça implique quasiment une action effectivement sur toutes les parois et tous les systèmes du bâtiment. Un autre objectif est de faire prendre conscience de la différence effectivement des travaux nécessaires entre, je veux dire, le minimum à faire d'ici 2050 et si on voulait une rénovation type passif, tiens, quel est l'impact en termes d'épaisseur d'isolant? Et donc on a fait la simulation également, donc le scénario qu'on a appelé rénovation sobriété énergétique pour voir vers quel ordre de grandeur d'épaisseur d'isolant on serait. Et globalement, il faut compter une cinquantaine de pourcents d'épaisseur d'isolant en plus. Donc on va passer effectivement de 12 à 18 cm par exemple pour la façade arrière, de 8 à 12 cm pour la dalle sur sol. On va évidemment mettre du triple vitrage dans ce cas-là pour les châssis. On va améliorer l'étanchéité à l'air de façon encore beaucoup plus soignée, en réalisant bien sûr un test à la fin pour valider le résultat. On va mettre en place de la ventilation de type double flux dans ce cas-là, avec récupération de chaleur.
Si on fait l'ensemble de ces travaux, on atteint un objectif effectivement qui cette fois-ci n'est plus que de 50 kWh par mètre carré par an. Donc on sera encore 2 fois plus performant finalement que l'objectif de la stratégie de base. Et alors on a testé le scénario effectivement rénovation green en allant plutôt s'orienter vers des isolants d'origine naturelle et on va constater que effectivement c'est aussi faisable, mais les épaisseurs d'isolants à mettre en œuvre seront encore plus importants parce qu'effectivement la plupart des isolants d'origine naturelle ont plutôt un pouvoir d'isolation un peu inférieur par rapport aux isolants classiques et donc simplement il faudra en mettre une épaisseur d'autant plus importante. Alors, ces scénarios ne sont bien sûr que des scénarios, j'ai presque envie de dire arbitraires. C'est un scénario qui a été imaginé effectivement pour un bâtiment. Et bien sûr, il y a des tas d'autres scénarios qui pourraient être envisagés. L'idée n'est pas de dire c'est ça qu'il faut faire sur le bâtiment. L'idée est de faire prendre conscience d'un ensemble de mesures qui permettent effectivement de respecter l'objectif. Et donc, comme précisé effectivement en quatrième de couverture, il serait toutefois bien sûr possible de respecter les objectifs de la stratégie rénovation en isolant moins ou en isolant éventuellement pas certaines parois, par exemple pour des raisons urbanistiques. Mais à ce moment-là, effectivement, il faudra vraisemblablement compenser le défaut, finalement la perte au niveau de cette paroi, par la mise en place, par exemple, de systèmes à énergie renouvelable. Et donc, notre objectif à nous, c'était fidèle à nos valeurs de travailler plutôt sur la réduction des besoins. Et donc, on n'a pas fait la simulation, effectivement, de dire, bah, tiens, si je mets des panneaux photovoltaïques plein la toiture, bah, qu'est-ce que je pourrais faire pour effectivement respecter la stratégie en isolant pas ou peu les parois. C'est pas notre philosophie et dans tous les cas, ça ne tient pas la route, au sens où si on part effectivement de consommation énergétique de base de bâtiments qui sont non isolés, même en mettant des panneaux photovoltaïques sur la totalité de la couverture de la toiture, on n'arrivera jamais effectivement à respecter les objectifs de la stratégie Rénolution. Il est de toute façon nécessaire de commencer effectivement par agir sur la réduction des besoins en agissant sur l'isolation de la plupart des parois sur lesquelles on sait agir. Alors, la deuxième partie du tableau, donc la partie basse du tableau, va plutôt effectivement donner les résultats en ce qui concerne notamment les aspects financiers. L'objectif est de donner une série en fait de données qui vont pouvoir sensibiliser effectivement le citoyen et l'aider à passer à l'action. Alors ces éléments, ils peuvent être variables, d'un citoyen à l'autre et donc l'idée, ça a été de donner plusieurs types, de résultats. D'abord évidemment de confirmer l'atteinte de l'objectif de la stratégie, par rapport à la valeur visible des 100 kWh par mètre carré par an, mais également, d'annoncer effectivement la diminution des émissions de CO2 puisque l'empreinte carbone est bien sûr quelque chose qui tracasse, quand même pas mal de citoyens. Et évidemment, par contre, de leur annoncer une augmentation effectivement du coût des travaux. Donc par rapport à ce premier scénario qui avait été fait sur l'habitation de type maison de maître, on a en fait chiffré par rapport au scénario de base le surcoût d'intégrer les travaux d'isolation énergétique à cette rénovation de base. Donc on parle bien ici de surcoût de travaux d'isolation, de surcoût effectivement de choisir des systèmes plus performants. Et donc le fait d'intégrer ces travaux a un coût. Ce coût se situe pour cette maison entre 29 et 44 000 €, comme vous pouvez le voir dans le tableau selon les différents scénarios, mais s'accompagne également d'une réduction du coût de fonctionnement du bâtiment, puisque la consommation énergétique va effectivement être moindre. Et sur base de ce surcoût et de cette réduction effectivement de la consommation énergétique, eh bien, on va pouvoir calculer ce qu'on appelle un temps de retour. Donc, on va pouvoir calculer un temps nécessaire effectivement pour rentabiliser ces travaux. Alors, ce temps de retour, il apparaît assez favorable puisqu'on voit que dans le cadre de cet exemple, on est sur un temps de retour qui se situe entre 10 et 13 ans. C'est un temps de retour, effectivement, qui a été calculé sur base de consommation théorique. Donc, en ce sens, effectivement, il est sans doute plus élevé, effectivement, que. Enfin, le temps de retour va être plus favorable parce que, effectivement, la consommation théorique est sans doute plus élevée que la consommation réelle des citoyens. L'objectif était malgré tout effectivement d'avoir une analyse évidemment scientifique et donc c'était important pour nous de se baser sur des données théoriques et pas sur des données de consommation qui sont propres finalement à chaque citoyen.
Mais pour tenir compte du fait que les logiciels de calcul théorique de la performance énergétique des bâtiments surestiment souvent la consommation, on a en fait joué sur un élément qui est la température intérieure moyenne. Et donc effectivement, ça permet aussi de faire prendre conscience aux citoyens qu'au fur et à mesure des travaux de rénovation de son bâtiment, il va pouvoir se permettre d'avoir une température de confort intérieur qui va augmenter. Puisque effectivement, on est parti du point de vue que dans l'état initial non isolé de base du bâtiment, la température intérieure moyenne n'était que de 15 degrés. Et progressivement, effectivement, si on vise des travaux d'amélioration énergétique, on va se baser sur des consommations théoriques, mais sur base de consommations intérieures à ce moment-là, qui sont évidemment beaucoup plus confortables. Alors un élément également, c'est que pour calculer ces temps de retour, on n'a pas tenu compte des primes disponibles. Donc l'objectif était de se dire que, tiens, même si les consommations théoriques de base sont supérieures effectivement à la réalité, si par contre on peut bénéficier de primes, ça va faire à nouveau effectivement diminuer le temps de retour de façon importante. Et enfin, un élément important à savoir, qui est écrit aussi dans la brochure, mais pour mieux la comprendre, c'est qu'on n'a pas non plus tenu compte de l'évolution du coût de l'énergie. Donc on s'est basé effectivement sur un coût de l'énergie de 2019, au moment où ont été calculées effectivement ces données. Et donc, si le coût de l'énergie augmente, ce qui est évidemment très vraisemblable dans les années à venir, en réalité, à nouveau, le temps de retour sur investissement pourrait encore effectivement diminuer. Alors, ces résultats effectivement de temps de retour, comme je l'ai expliqué, voilà, on les a aussi exprimés visuellement sur la 4e de couverture effectivement de la brochure. Donc, si on zoome effectivement sur cette 4e de couverture, on va voir effectivement un petit graphique qui ressemble à ceci. En fait, tout simplement pour vous en expliquer le principe, on est parti du point de vue que l'amélioration énergétique intégrée au scénario de rénovation de base représentait un surcoût. Et donc, on va partir en fait avec une valeur négative. En fait, c'est l'investissement qui est nécessaire en fait pour implémenter finalement l'amélioration énergétique au bâtiment. Et puis, par contre, cette amélioration énergétique va permettre annuellement en fait de faire des économies. Et donc, ces économies permettent en fait de faire remonter progressivement effectivement les investissements, de compenser progressivement les investissements, jusqu'au moment où on va couper la ligne du zéro, qui correspond finalement au temps de retour net qui a été calculé. Et donc, vous voyez ici que le temps de retour est de l'ordre d'une dizaine d'années, entre 10 et 11 ans, pour les 2 scénarios qui sont affichés ici. Et puis, à partir de cette 11e année, on va commencer à gagner de l'argent finalement. Et donc, si on fait l'analyse en 20 ans, ce qui peut être objectivement considéré sans problème comme étant la durée de vie de ce surinvestissement qui a été fait, on constate qu'on va en réalité avoir un gain énergétique. Alors, on constate dans ce scénario que le scénario Rénolution, donc on a appelé objectif stratégie rénovation, est le scénario qui est le plus vite rentable, puisqu'on atteint la rentabilité à 10 ans. Le deuxième scénario qu'on a fait apparaître ici, qui est le scénario rénovation sobriété énergétique, on pourrait donc appeler aussi rénovation type passive, met un tout petit peu plus de temps à être rentabilisé, on pourrait dire 11 ans. Mais par contre, si on fait l'analyse au bout des 20 ans, on verra que le scénario type passif permet même de faire éventuellement une économie potentielle un peu supérieure effectivement au scénario de base. Alors ça, évidemment, ce n'est pas une généralité, ça va dépendre d'une typologie de bâtiment à l'autre, puisque si je prends effectivement l'immeuble à appartement, on constate effectivement qu'il faut presque 20 ans pour que le scénario de rénovation type passive rattrape effectivement en efficacité, si je peux dire ça, le scénario type rénolution. Ce qui n'empêche que l'idée, c'est de dire que ce scénario rénolution est clairement effectivement le scénario le plus vite rentable, qu'à 20 ans, il garde tout son sens, mais qu'éventuellement, le surinvestissement pour aller encore un peu plus loin au niveau de l'isolation de l'enveloppe du bâtiment n'est pas non plus dénué de sens, puisqu'on arrive quand même à obtenir une rentabilité également garantie au bout de 20 ans.
Alors, dans le cas des immeubles à appartements, si on prend effectivement le cas de l'appartement, de l'habitation de maître divisée en appartements, si on prend le cas de l'appartement central, qui est donc un appartement qui a très peu de surface de déperdition, là, on constate qu'en fait, le surinvestissement pour faire une rénovation type passive n'est toujours pas plus rentable effectivement que le scénario de base, même au bout de 20 ans, ce qui ne l'empêche pas, malgré tout, à nouveau d'être rentable. Dans toutes les typologies et tous les scénarios, on va systématiquement obtenir un temps de retour inférieur à 20 ans. Dans toutes les typologies, on va obtenir effectivement le temps de retour le plus court, au niveau effectivement de ce scénario Rénolution, donc au niveau du scénario, des 100 kWh par mètre carré par an. Ensuite, effectivement, le deuxième scénario le plus rentable sera le scénario de rénovation type passive. Et ensuite, on aura le scénario dit green. Alors, ce scénario est d'office moins rentable, en ce sens qu'effectivement, l'usage de matériaux plus écologiques est la plupart du temps effectivement plus coûteux, et que donc pour obtenir un même niveau de performance énergétique, il faudra dépenser un tout petit peu plus d'argent. Ça n'empêchera pas effectivement le scénario de rester rentable malgré tout, et donc de pouvoir tenir la route si évidemment il y a une motivation spécifique du maître de l'ouvrage d'aller dans ce sens-là. Au final, effectivement, la conclusion de ces petites brochures, ce n'est pas de dire que la rénovation énergétique, c'est rentable. Parce que si on fait de la rénovation énergétique pour de la rénovation énergétique, c'est-à-dire sans avoir besoin de réaliser d'autres travaux, on n'arrivera pas à ces conclusions. L'objectif ici, c'est de dire de ne pas passer à côté de travaux de rénovation énergétique lors de travaux de rénovation généraux. Parce que si on intègre l'aspect énergétique lors de travaux de rénovation généraux qui sont par ailleurs de toute façon nécessaires, à ce moment-là, effectivement, c'est rentable. Au-delà d'être rentable, c'est évidemment bénéfique sur la planète. Au-delà d'être bénéfique sur la planète, c'est évidemment plus confortable pour l'occupant. Ça va lui permettre de réduire sa facture énergétique, mais surtout d'avoir un bâtiment plus agréable à vivre au quotidien. Et dans tous les cas, ça va aussi donner une valeur supplémentaire à son bâtiment, puisqu'un bâtiment avec une classe d'efficacité énergétique 2, 3 labels meilleurs va d'office effectivement prendre de la valeur. Et on nous a présenté effectivement la stratégie Rénolution sans nous dire encore quelles seraient les impositions réglementaires, mais on risque un jour évidemment d'arriver à des impositions réglementaires avec une obligation en fait de rénovation des logements. Et donc le fait de déjà, dès aujourd'hui, quand on rénove un bâtiment, intégrer effectivement cette composante énergétique est pour nous essentiel pour ne pas se retrouver un jour à devoir faire des travaux justement indépendamment de travaux de rénovation qui sont par ailleurs effectivement nécessaires. Et l'idée au jour d'aujourd'hui, c'est d'essayer de sensibiliser le grand public à ce que chaque fois qu'il fasse des travaux de rénovation dans son bâtiment, il s'arrange que pour au moins la paroi en question, ils ne doivent plus revenir dessus et qu'ils garantissent que celle-ci atteint effectivement l'objectif de cette stratégie à long terme. Alors, la rénovation des bâtiments, et en particulier la rénovation des bâtiments en isolation par l'intérieur, peut amener effectivement des problématiques d'humidité, de condensation en fait à l'intérieur, des parois. Et pour prévenir effectivement, cette problématique et pour, anticiper, les besoins du secteur, nous avons également développé une petite brochure hygrothermique qui analyse en fait les combinaisons, de composants, qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas dans le cadre effectivement de l'isolation des murs par l'intérieur. Alors c'est une autre petite brochure qui a été développée dans le même esprit, et nous vous invitons cordialement, si cela vous intéresse, à participer au webinaire suivant qui aura lieu le 25 novembre à la même heure et sur le même principe, et qui vous présentera effectivement les conclusions de cette étude hygrothermique alors du comportement de parois en maçonnerie isolées par l'intérieur. Bien sûr, nos petites brochures font également référence à une série effectivement de services et d'aides qui sont disponibles, qu'on a repris ici, que je vous invite à consulter, en particulier effectivement pour avoir plus d'informations sur la stratégie Rénolution, mais également pour avoir effectivement toutes les informations relatives aux primes et aides qui sont actuellement disponibles et qui peuvent rendre effectivement les travaux d'amélioration énergétique d'autant plus intéressants s'ils sont faits au jour d'aujourd'hui dans le cadre effectivement de ces aides disponibles.
Différents liens pour nous suivre, bien sûr, effectivement, notre site internet, mais également, et on est sur, Facebook et sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à vous connecter à nos pages pour connaître, nos activités et le développement des outils, que nous réalisons régulièrement. Je vous remercie pour votre attention et je pense qu'on peut peut-être passer à quelques questions-réponses en fonction de celles qui ont été posées. Oui, merci beaucoup Ariane. Effectivement, il y a quelques questions que j'ai gardées ici pour te les poser oralement et pour en discuter ici. Donc, c'est posé plusieurs fois la question de la comparaison du 100 kWh par mètre carré par an objectif donc, à Bruxelles et des 85 en réalité du label A visé en région Wallonne. Donc, ce ne sont pas les mêmes seuils. Est-ce que ça veut dire qu'une région est plus ambitieuse que l'autre? Il y a déjà certainement une réponse apportée par M. Simon qui, entre-temps, par contre, a quitté le webinaire, qui attire l'attention sur le fait que ce ne sont pas exactement les mêmes méthodes. Alors, je ne dirais pas les mêmes méthodes de calcul, mais pas les mêmes protocoles de collecte des données par les certificateurs, puisqu'en réalité, ces objectifs, en tout cas à Bruxelles, le 100 kWh, il est évalué sur base du certificat PEB, si je ne me trompe, Ariane. Tout à fait. Alors les méthodes de calcul en fait sont très similaires, ont été développées de façon conjointe. Effectivement, le protocole de collecte des données est légèrement différent, mais finalement ça influence essentiellement des données liées à des bâtiments qui sont peu isolés. Donc dans le cadre de bâtiments isolés, je pense qu'on peut tout à fait comparer, je n'ai pas dit que c'était strictement la même chose, mais je pense qu'on peut tout à fait comparer l'objectif et voilà, je pense que chaque région a dû tenir compte également de la typologie de son habitat et de la, capacité réaliste effectivement de rénovation et on peut sans doute aussi expliquer une valeur qui peut sembler un peu moins ambitieuse à Bruxelles, liée au fait que la rénovation à Bruxelles des façades avant des bâtiments qui sont à front de voirie va être un peu plus problématique effectivement que la rénovation d'un bungalow 4 façades, qui est situé effectivement, au milieu d'un jardin, et sur lequel il sera beaucoup plus, facile d'agir par l'extérieur. Mais on peut bien sûr tout à fait comparer ces valeurs et autant les seuils des labels sont différents, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle effectivement en Wallonie on parle d'un label A avec 85 kWh par mètre carré par an, là où à Bruxelles avec la valeur de 85 kWh par mètre carré par an, on est dans un label B. Mais voilà, si ce n'est que l'échelle des labels est différente, le résultat chiffré est tout à fait similaire et comparable. Très bien. Alors, une autre question qui se pose, c'est là, on a l'impression avec l'isolation, enfin en insistant sur la question de l'isolation, qu'on porte beaucoup l'accent sur la question des besoins de chauffage, mais est-ce que ça ne va pas induire de plus en plus de problématiques au niveau surchauffe estival? Alors la problématique de la surchauffe estivale est bien sûr une problématique tout à fait pertinente aussi. Le calcul effectivement de la surchauffe n'est pas intégré dans la méthode de certification et donc ce n'est pas un élément qui est analysé au jour d'aujourd'hui. Moi je n'ai quand même j'ai quand même une réponse partielle à apporter à ça, c'est qu'a priori effectivement les apports solaires, hem diminue effectivement si on isole correctement un bâtiment, au sens où les apports solaires liés à un double vitrage performant ou à un triple vitrage sont inférieurs aux apports solaires liés à un simple vitrage. De la même manière, une toiture isolée va amener moins de surchauffe dans un bâtiment qu'une toiture qui ne l'est pas. Donc a priori, les travaux de rénovation n'ont pas tendance effectivement à augmenter la surchauffe. La différence, c'est qu'effectivement, une fois que la surchauffe est entrée à l'intérieur du bâtiment, la surisolation du bâtiment peut amener un refroidissement naturel effectivement moindre du bâtiment, en ce sens qu'il va garder la chaleur à l'intérieur. Après ça devient effectivement de la gestion effectivement de comportement de l'occupant, qui devra être effectivement de mettre en place des stratégies pour limiter effectivement l'entrée de la chaleur et au contraire pour la dissiper la nuit si nécessaire, effectivement en ouvrant à ce moment-là, les fenêtres du bâtiment. Mais si un jour on devait réellement aller vers un réchauffement climatique, d'autant plus important avec des périodes de canicule, très importantes et si on va un jour devoir aller vers une climatisation d'autant plus massive des bâtiments, ce qui n'est absolument pas mon souhait, mais si on devait en arriver là, de toute façon, climatiser et refroidir un bâtiment surisolé consommera beaucoup, beaucoup moins d'énergie, effectivement, que climatiser un bâtiment qui n'est pas isolé. Parce que de la même manière que le besoin de chauffage est lié à l'isolation, le besoin de froid, en fait, s'il y a plus d'échange avec l'extérieur, il faudra finalement très peu de refroidissement pour garantir effectivement une température de confort dans le logement. Donc pour moi, ça ne me semble pas être
incompatible en tout cas. Alors, il y a quelques questions qui portent aussi sur l'hypothèse de départ, donc la consommation théorique de départ des bâtiments, donc notamment avec une maison mitoyenne qui consomme 500 kWh par mètre carré par an au départ. Donc voilà, ce qui est théorique et ne correspond pas à la consommation réelle des bâtiments qu'on peut sans doute observer dans la réalité. Donc je ne sais pas si tu peux commenter la façon dont on a travaillé par rapport à ça. Bien sûr, bah, comme je l'ai expliqué, on se base sur plusieurs éléments. Mais bien sûr, on est parti effectivement d'un cas fictif défavorable, qui était le cas d'un bâtiment qui, à l'origine, enfin, qui est toujours dans son état d'origine, donc il n'est pas du tout isolé. On ne s'est pas basé en fait sur ou en tout cas pas uniquement sur la méthode PEB, en ce sens où en fait on ne s'est pas basé sur des chiffres effectivement de calcul théorique de la PEB qui partent d'une température intérieure de confort qui finalement n'évolue pas en fonction de la performance du bâtiment. Mais on a travaillé effectivement, et c'est pour ça qu'on a réimplémenté en fait toutes les données de résultats dans le logiciel PHPP avec lequel nous on fait des simulations pour les bâtiments passifs. On les a réimplémentés dans ce logiciel dans l'objectif justement de pouvoir faire varier en fait la température de confort intérieure pour partir en fait sur une simulation certes théorique de départ, mais avec seulement une température intérieure de confort de 15 degrés. L'objectif était justement de ne pas fausser complètement les chiffres, parce que si on part sur le certificat PEB, on arrive encore à des chiffres qui sont encore plus irréalistes. Et donc, ça, c'est un moyen qu'on a utilisé en fait pour rester sur un calcul théorique, mais fausser un peu moins les chiffres. Et comme je l'expliquais, par ailleurs, en compensation, effectivement, on n'a pas tenu compte des primes et on n'a pas tenu compte d'une évolution du coût de l'énergie. Donc, même si on peut admettre effectivement que les chiffres ici sont peut-être un peu trop favorables par le fait que le calcul théorique de départ part sur des consommations qui sont excessivement élevées, mais même si on diminue effectivement ces consommations de départ et compte tenu du fait qu'on arrivait à des temps de retour de l'ordre de 10-12 ans, je pense que de toute façon, affirmer que le temps de retour réel sera inférieur à 20 ans a quand même effectivement tout son sens. Merci Ariane. Alors, j'ai vu passer des questions aussi sur... Enfin, j'ai répondu à certaines de vos questions par écrit sur la disponibilité des brochures en format PDF notamment. Sur en fait, la méthode de calcul, donc la stratégie rénovation et l'objectif des 100 kWh par mètre carré par an annoncé se base sur le certificat PEB à Bruxelles. Donc, le certificat a été annoncé comme l'outil central de cette stratégie. Donc, on parle bien ici de résultats certificat PEB qui s'applique effectivement aujourd'hui, je pense, par unité d'habitation, unité de logement et pas par immeuble dans son entièreté. Donc ça, c'est une question qui a été posée. Voilà, il y en a d'autres auxquelles je pense on va vous répondre par écrit, par après. Je ne peux pas toutes les aborder ici. Il y a des questions aussi qui parlent de la perte de la surface habitable dans le cas d'isolation par l'intérieur. C'est un fait, ce n'est pas pris en compte dans nos calculs aujourd'hui. Maintenant, voilà, notamment dans le cas d'immeubles à appartements, on espère que, voilà, quand c'est possible, en tout cas, l'isolation par l'extérieur est à favoriser. C'est évidemment un problème, la perte de place à l'intérieur, mais voilà, je pense qu'on n'a pas traité, en tout cas, cette question-là ici directement. Enfin, voilà, je pense que de toute façon, pour respecter le timing que nous étions donné, on va en rester là aujourd'hui. Arène, je ne sais pas si tu veux dire un mot pour conclure. Je conserve vos questions et voilà, on y répond par ailleurs. N'hésitez pas à nous en poser d'autres par mail éventuellement si vous en avez d'autres qui vous reviennent par après. Nous transmettrons comme d'habitude le support et l'enregistrement aux participants d'aujourd'hui. Enfin, l'enregistrement sera même disponible à ceux qui pouvaient pas pour ceux qui ne pouvaient pas nous rejoindre aujourd'hui. Voilà, et les brochures, en tout cas, j'ai repartagé en réponse à certaines questions les liens vers nos brochures disponibles donc, sur notre site internet, soit consultables directement sur le site, soit téléchargeables en version PDF. Voilà, pour le moment, elles n'existent pas en version imprimée. C'est peut-être quelque chose qui changera en fonction de la demande. Donc voilà, n'hésitez pas à nous revenir avec des questions, qu'ils soient d'ordre pratique ou de fond. Donc Ariane, je te laisse le mot de la fin. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre participation. Et si le format de ce webinaire vous a semblé intéressant, n'hésitez pas, donc, je le rappelle, à assister au suivant qui se déroulera le 25 novembre sur la question de l'hydrothermie et de l'isolation par l'intérieur de murs en briques. Voilà, je vous Merci remercie. beaucoup, merci à tous. Et merci d'avoir participé. À très bientôt, j'espère. Voilà, au revoir.